During the period between the 15th and 19th century, new empires emerged and again waged war for supremacy. The nobility, as well as the thriving merchant class, were financed by a handful of private banks. Many of the great money houses would hedge their bets and finance both sides of a war. Sophisticated intelligence-gathering networks gave the financiers a clear edge over the governments they were slowly gaining control of. On the 18th of June, 1815, agents of the British arm of the Rothschild family looked on as Emperor Napoleon Bonaparte fought desperately to save his army from the jaws of a British-Prussian pincer attack. A Rothschild agent was able to get the news of Napoleon's defeat at the hands of Lord Wellington to Nathan Rothschild, a full 20 hours before the news reached London. Nathan, the head of the British arm of the Rothschild family, put out the rumor to the London Stock Exchange that Napoleon had won the war. Stocks plunged by 98%, and Rothschild was then able to buy up the entire British economy for pennies on the pound. When the news of Napoleon's defeat finally arrived, stocks soared. Britain was now the undisputed ruler of Europe, and Rothschild ruled England. Les Illuminati auraient infiltré les francs-maçons et, outre-Atlantique, dans une Amérique prospère, ces derniers ont fait preuve d'une étonnante capacité à infiltrer le gouvernement des États-Unis jusqu'à atteindre le sommet de la pyramide. C'est à se demander quel président américain n'était pas franc-maçon. De Franklin Roosevelt à George Bush, de Harry Truman à Reagan, la liste n'en finit pas. Presque tous les présidents l'ont été. C'est amusant de voir qui ont été ou qui sont les francs-maçons. L'astronaute Buzz Aldrin, John Wayne, Bob Hope, W.C. Field. C'est à se demander ce qu'ils tirent de la franc-maçonnerie. C'est une confrérie, et c'est justement là que le bas blesse. Franklin Roosevelt est de ceux qui a atteint le plus haut degré maçonnique. Il a mis longtemps à gravir les échelons. Gerald Ford a sans doute été nommé à titre honorifique, mais certains initiés estiment qu'un tiers des présidents américains étaient francs-maçons. Au cours de la présidence de Franklin Roosevelt, le billet $1 subit une modification subtile dont certains affirment qu'elle annonce l'arrivée d'une puissante confrérie secrète aux États-Unis. L'une des choses que mentionne Dan Brown dans ses livres est la symbolique maçonnique qui figure en bonne place sur le billet $1. Il y a d'abord le sceau qui comporte de nombreux signes distincts, puis les flèches et la branche d'olivier. Ici, nous avons l'œil de la connaissance au sommet de la pyramide, mais il est séparé du corps de l'édifice. C'est une imagerie Illuminati qui indique qu'ils sont les seuls à disposer de cette connaissance et que le reste d'entre nous est ici, au pied de la pyramide. Le ministre des Finances, Henry Wallace, qui selon Simon Cox était un franc-maçon, a introduit des symboles maçonniques sur le grand sceau du billet vert. Il a également ajouté ces mots effrayants. Le terme Novus Ordo Seclorum signifie Nouvel Ordre Mondial. Les francs-maçons parlent de Dieu, du grand architecte. Autrement dit, nos billets de banque évoquent un ordre nouveau, et pourtant la plupart des gens n'en savent rien. Le billet vert n'est peut-être qu'un début de preuve que le gouvernement de la plus grande nation libre a été infiltré à travers les Templiers, les Illuminati et à présent les francs-maçons. Le monument de Washington est un obélisque qui a la forme d'une structure égyptienne, dont la signification est essentiellement identique. Elle était initialement dédiée au dieu Osiris, mais elle représente le pouvoir de tous les dieux. Le tracé de la ville de Washington D.C. met en valeur l'architecture sacrée. Le Capitole, la Maison Blanche et l'obélisque sont les trois édifices les plus importants. Le groupe de Bilderberg constitue la preuve la plus saisissante de l'influence des Illuminati.
On peut dire que c'est l'un des groupes les plus puissants du globe et de nombreuses personnes le soupçonnent de diriger l'économie et les gouvernements du monde entier. Le groupe de Bilderberg est apparu en 1954. Il a été fondé par un autre franc-maçon, le prince Bernard, qui appartenait à la dynastie mérovingienne, d'après ses dires, et était également affilié aux nazis. Le groupe se rencontrait dans un hôtel des Pays-Bas, l'hôtel Bilderberg, dont ils ont conservé le nom. Au cours de l'une de leurs réunions, David Rockefeller, que beaucoup de gens considèrent comme un marionnettiste dirigeant les chefs de file du monde entier, a suggéré de créer une commission qui est devenue la commission trilatérale, dont le nom fait allusion, par pure coïncidence, aux trois côtés d'une pyramide. L'objectif du groupe de Bilderberg était une Europe unie qui débuterait par un marché commun. À présent, l'Union européenne cherche désespérément à faire ratifier une constitution par les pays membres, en vertu de laquelle les gouvernements déjà imposants de chaque État souverain seront dirigés par un gouvernement encore plus imposant, appelé Union européenne. Les bureaucrates contrôleront toute l'Europe. Il n'y aura plus de frontières, le règne d'une minorité sur la masse. Il y a une grande part de secret, surtout au sein du groupe de Bilderberg. Il y a une grande part d'intimité autour de ce qui se décide au sein de la commission trilatérale. Et le fait qu'ils aient envie de façonner le monde selon leurs desseins, de déterminer ce qui est bien et les moyens d'y parvenir, permet de faire le lien avec le nouvel ordre mondial, la pyramide, l'œil et la tradition maçonnique. Les accusations les plus graves portées aux dirigeants de la Réserve fédérale sont qu'ils seraient responsables de trois des plus grandes tragédies du XXe siècle. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la Grande Dépression. La guerre est probablement l'activité qui génère le plus de profit pour un banquier international. Par conséquent, dans l'histoire de l'Europe et de l'Amérique du Nord depuis 300 ans, on voit des banquiers internationaux qui aident les nations belligérantes des deux côtés de la ligne de front. Ils essayaient de provoquer une guerre en Europe depuis 1885, mais les banques centrales d'Europe avaient déjà ruiné toutes les nations européennes. Le seul argent qui restait était aux États-Unis. Pour y avoir accès, ils devaient imposer une banque centrale au peuple américain. On l'a présenté comme le moyen d'assurer la stabilité économique de l'Amérique. À peine une décennie après la fondation de la Réserve fédérale, qu'est-ce qui arrive? Tout simplement la plus grande dépression de ce siècle. Pendant les 16 mois qui ont précédé le krach de 1929, la Réserve fédérale a augmenté la masse monétaire de 62%. Ce qui est arrivé ressemble beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens achetaient, vendaient, garantissaient, empruntaient en pensant que cette abondance n'aurait pas de fin. Puis, au moment du krach, ils ont cessé d'augmenter la masse monétaire et ceux qui avaient mis en garantie leurs actions, leurs obligations, leurs maisons, leurs autos et leurs comptes d'épargne ont tout perdu. La guerre est une entreprise extrêmement rentable. Après la Première Guerre mondiale, le sénateur Gerald Nye a organisé une commission devant laquelle il a traîné les plus gros financiers et industriels pour examiner les profits qu'ils avaient réalisés au cours de la guerre. La guerre est très profitable et quiconque dit le contraire est menteur ou fou. Ils ont réussi à nous faire entrer dans la Première Guerre mondiale. En fait, grâce à eux, la guerre a continué pendant 2 années supplémentaires. Il y a plusieurs personnes qui croient que toutes les guerres de ce siècle ont eu lieu pour qu'un petit groupe de financiers puisse faire des profits. Des gens qui sont dans la sphère d'influence du groupe Bilderberg et de la commission trilatérale. Prenons la guerre des Balkans. Qui a fourni des armes à Milosevic? Ce sont les Soviétiques. Qui finance l'industrie militaire de l'Union soviétique? Les États-Unis et les banquiers européens. Les banquiers ont toujours financé les deux camps lors de conflits majeurs. Les conflits entraînent le progrès, les conflits contrôlés entraînent un progrès contrôlé. Chaque guerre importante amène son lot de ventes d'armements et de prêts gouvernementaux. Les gens doivent payer des intérêts à la banque. Voilà de l'argent créé à partir de rien.
L'économiste et prix Nobel Milton Friedman prétend que la Réserve fédérale a provoqué la Grande Dépression en réduisant volontairement la masse monétaire en circulation. Les déposants de tout le pays ont eu peur de perdre leurs épargnes et ils se sont dépêchés de les encaisser. Ça a été la course et les banques sont tombées comme des mouches. Le système de réserve fédérale n'a pas réagi alors qu'il avait le pouvoir, le devoir et la responsabilité de fournir l'argent qui aurait permis aux banques de remplir leurs obligations face aux déposants sans avoir à fermer leurs portes. Louis McFadden, membre du Congrès et président d'une commission sur les banques au moment du krach, déclare « La Grande Dépression est un événement intentionnellement causé par des banquiers internationaux qui ont créé une situation désespérée qui leur a permis de sortir de cette crise avec les pleins pouvoirs sur nos vies. » Un mémo a circulé avant la chute du marché boursier. Tous les gros joueurs, les initiés si on veut, se sont retirés du marché à temps. Pendant 4 ans, ils ont tout liquidé. Ils avaient donc de grandes quantités d'argent liquide au moment du krach, ce qui leur a permis d'acheter des compagnies importantes pour quelques dollars. Le gendre de Franklin Roosevelt décrit ainsi la Grande Dépression. C'est le pouvoir financier mondial qui a dépouillé délibérément le public en provoquant un manque soudain d'argent à court terme sur les marchés de New York. Un des initiés, Joseph Kennedy, a vu sa fortune passer de 4 millions en 1929 à plus de 100 millions 4 ans plus tard. Tout comme aujourd'hui, la presse américaine cache certains faits. Ces scènes d'émeutes n'ont jamais été montrées auparavant. Les caméramans ont fait leur travail, mais ces images n'ont jamais été diffusées aux actualités. On contrôle l'information depuis longtemps en Amérique. On ne se prive pas cependant pour diffuser des nouvelles plus frivoles. Heureusement, des personnalités populistes comme le président Andrew Jackson, William Jennings Bryan et le père Charles Coughlin ont assez de courage pour dénoncer les faits. May I remind our president with all due respect that not one of these soldiers cast a ballot on that fateful Good Friday night in the spring of 1917 to force a peace-loving nation like ours to take up arms for the profiteers and the exploiters of mankind. Durant la dépression, le pire ennemi des banques est Huey Long. We've tried the Republican Party, we've tried the Democratic Party, then we've gone back and tried the Republican Party, and now we're back trying the Democratic Party. And unfortunately, whenever we get into power with either one of these parties, we find that the one crying need of our people, the redistribution of wealth, so that none will be too poor and none will be too rich, is always neglected by the party that is in power. How many men ever went to a barbecue and would let one man take off the table what's intended for 9/10 of the people to eat? The only way you'll ever be able to feed the balance of the people is to make that man come back and bring back some of that grub he ain't got no business with. Cependant, l'assassinat est un outil politique que ces fameux initiés connaissent bien. Prenons l'exemple du président Jackson, qui était le principal opposant à une banque centrale privée à cette époque. Un assassin s'est présenté devant lui et lui a mis 2 pistolets sur le ventre. Il a tiré, mais les 2 pistolets se sont enrayés, ce qui a sauvé Jackson. On a appris par la suite que l'assassin avait des liens avec les banquiers internationaux. C'est intéressant de noter que si les livres d'histoire ne s'attardent pas beaucoup à ce problème des banques, Jackson, lui, considérait que c'était l'une de ses réalisations les plus importantes. En fait, il a même fait écrire sur sa pierre tombale « J'ai tué la banque ». The Israeli-Palestinian conflict dominates American news coverage of international issues. Given that news coverage is Americans' main source of information on the conflict, it becomes important to examine the stories the news media are telling us and to ask the question, does the news coverage reflect the reality on the ground?
One form of this fabricated disagreement is the efforts to mystify the conflict, to envelop it in this ideological cloud, and to pretend that it simply can't be understood unless you have some grasp or equivalent grasp of rocket science or particle physics. This is a very difficult conflict to understand. It goes back to it goes back to biblical enmities, ancient hatreds, or more recently, clashes of religion. This rabbi lived in the old city of Jerusalem before 1948. He'll tell you how he lived, coexisted with all the Arab neighbors, how they babysat each other. הרצל בז לכל מי שלא נחשב בעיניו מודרני, תרבותי, נאצל ונאור. בראש ובראשונה היו אלה אותם יהודים בני עמו שומרי תורה ומסורת. יסודות ורעיונות אנטישמיים כפי שבאים לידי ביטוי ביומנו ובמאמריו. הכמרים הנוצרים הם ברום המדרגה, מפני שאינם להוטים אחרי הכסף. הנוצרים הפשוטים טובים הם מכמרי היהודים. יחס זה חושף למעשה את הפן האנטישמי בתורת הרצל. הרצל מספק תימוכין ולגיטימציה לרדיפה האנטישמית ואף מעודד אותה. רעיון מצוין עולה בליבי, למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרחוב. רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרחוב היהודים. עד עכשיו לא יכול להגיד לך. אני הייתי אומר לך שהרצל חוזה המדינה אמר בטח. לא. אבל הרצל היה אנטישמי. אבל הרצל היה אנטישמי. אבל הרצל היה אנטישמי. אבל הרצל היה אנטישמי. The Zionists in Germany, who represented the Zionists from Eastern Europe, went to the British War Cabinet, and I'm going to be brief because this is a long story, but I have all the documents to prove any statement that I make if anyone here is curious or doesn't believe what I am possible. The Zionists in London went to the British War Cabinet, and they said, look here, you can yet win this war. You don't have to give up. You don't have to accept a negotiated peace offered to you now by Germany. You can win this war if the United States will come in as your ally. The United States was not in the war at that time. We were fresh, we were young, we were rich, we were powerful. And they told England, we will guarantee to bring the United States into the war as your ally, to fight with you on your side, if you will promise us Palestine
after you win the war. In other words, they made this deal. We will get the United States into this war as your ally. The price you must pay us is Palestine after you have won the war and defeated Germany, Austria-Hungary, and Turkey. But it wasn't just Swiss bankers who dealt with Hitler's Reich. While war raged, there were British and American bankers who continued to do business with the Nazis. The BIS channeled investments from the Allied powers into Germany for the expansion of her economy. So, by 1816, some authors claim the Rothschilds had taken control over the Bank of England. But a group of Zionists at the same time was quietly negotiating an agreement with the Nazis to allow the immigration of German Jews and the transfer of their assets to Palestine. That deal, reported in August 1933, was the transfer agreement. Palestine, sparsely settled by Jews at the time, was radically changed as a result. Revealing secret negotiation between the Nazis and the Zionists in 1933, which allowed German Jews and their assets to go to Palestine. With the rise of Adolf Hitler to power in the spring of 1933, the Jews of the world were faced with a dilemma. They could raise a cry of protest, a cry few would heed, or they could make a deal with Hitler, a deal that would bring a step closer their dream of an independent Jewish state. And perhaps the fourth and most prevalent myth has been that of Zionism as the moral legatee of the victims of the Holocaust. And what is particularly savage in the irony that surrounds this claim is the fact that the Zionist movement and the Zionist leaders itself were the active collaborators with the perpetrators of the Holocaust. They participated in the suppression of Jewish resistance, and they organized a consistent opposition to any escape on the part of European Jewry. Le partage, puisque personne ne veut accepter le partage. Les Israéliens. La loi fondamentale israélienne de
1980, entérine le statut de la capitale comme capitale éternelle et indivisible. Voilà, donc les différents scénarios sont soit Israël continue, et c'est ce qu'il fait à rendre cette capitale irréversible, et il le fait de façon extrêmement consciente, en intégrant la ville, en créant des colonies ou des quartiers juifs dans l'ancienne ville arabe, de façon à ce que d'abord l'équilibre démographique ne soit pas modifié trop, parce que la tendance est clairement une modification en faveur des Palestiniens, et en rendant le partage impossible, puisqu'il y aurait de plus en plus de quartiers juifs du côté de Jérusalem. C'est ça la stratégie, disons, du maire de Jérusalem, des maires successifs de Jérusalem, et de l'administration actuelle, de rendre absolument impossible la création d'une ville arabe autonome dans Jérusalem. Est-ce qu'on veut vider Jérusalem de sa population arabe? C'est pas en la vidant, c'est en créant les conditions pour que les quartiers arabes soient mêlés à des quartiers juifs de telle façon qu'il n'y ait pas imaginable, pas viable d'avoir une entité. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial, puisque c'est là où sera le point de rencontre de tout le monde. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. They talked about Pat running for president, and if he did that, I would be very supportive. But he'd have to shake a label that gets assigned to people like Pat who run for the presidency, and that is that he's a tool of the rich. I personally like that very much. My father told me that's the way the system is meant to work. You know, I think Pat's coming quickly. Soon, I think he's going to be in a position for the Trilateral Commission. And if he shows promise beyond that, there's Bilderberg. World control, Pat. Settle for nothing else. By the way, Pat, do you bank at Chase Manhattan? On July 13, 2011, the 138th annual encampment will occur at the Bohemian Grove in Monte Rio, California. For 2 weeks in mid-July, the Bohemian Grove plays host to some of the most powerful men in the world. During this time, the men are entertained by a number of plays and bizarre ritualistic ceremonies, the most notable being the cremation of Care. Former German Chancellor Helmut Schmidt, a frequent attendee of Bohemian Grove, once detailed the secret establishments that run the world. These include the Trilateral Commission, the Council on Foreign Relations, the Bilderberg Group, and Bohemian Grove. He also described the Bohemian Grove as a great hideaway and a wonderful place to spend time with the Rockefellers, a place to discuss world government and steering society. Members of Bohemian Grove have included William Howard Taft, the United States President; Herbert Hoover, the United States President; Dwight D. Eisenhower, later became President; Ronald Reagan, later became President; Richard Nixon, later became President; George Herbert Walker Bush, later became President; Bill Clinton, later became President; George Walker Bush, later became President. The global banking cartel's central planning force, the Federal Reserve, is run by members of Bohemian Grove. Alan Greenspan was at Bohemian Grove 1 month before he was appointed as the Federal Reserve Chairman.
Important political and business deals are discussed and established at the Bohemian Grove, which is a direct violation of law in most concerned countries. The Bohemian Grove was the birthplace of the Manhattan Project, which resulted in the development of the first atomic bomb. The ideas, concepts and plans that are devised at Bohemian Grove result in crimes against humanity. These secret meetings must no longer be tolerated. These secret meetings must become transparent. We must no longer allow our government officials to meet with CEOs of large companies, military contractors, oil companies and too-big-to-fail banks without the direct consent of the people, without transparency. We must unite and restore the law as it was meant to be and hold the criminals accountable for their actions. At this time we are launching Operation Bohemian Grove. Operation Bohemian Grove. This operation will commence on the dawn of July 13th. The first step requires the occupation of Bohemian Avenue and Railroad Avenue, specifically in the intersection of Bohemian Avenue and Railroad Avenue. Occupy this intersection and the respective roadways completely. Block entrance to Bohemian Grove until the presence of the police state requires you to move. But do this in a peaceful, non-combative way. Wear your face of anonymity. Let them see us as one. Let them see the face of the anonymous. The second step only applies to the anonymous who walk within Bohemian Grove. During the cremation of care ceremony, wear your face of anonymity. Let them see us as one. Let them see the face of the anonymous. Operation Bohemian Grove. Engaged. We are watching. Expect us. Bohemians and priests, the desperate call of heavy hearts is answered by the power of your fellowship. Dull care is slain. His body has been brought yonder from the funeral pyre to the joyous pipings of a funeral march. Our funeral pyre awaits the corpse of care. Yeah. A fraud? No, it wasn't a fraud, but I'll be glad to talk to you if you'll shut up and let me talk. A fraud? Let me tell you something. I'll tell you a couple of stories about fraud. The Bohemian Club, did you say the Bohemian Club? That's where all those rich Republicans go up and stand naked against redwood trees, right? I've never been to the Bohemian Club, but you ought to go. It'd be good for you. Get some fresh air. Now a question. What have Herbert Hoover, Art Linkletter, Jack London, and Richard Nixon all had in common? Well, they've all been members of the exclusive all-male Bohemian Club in California, where every year at this time the elite from around the country get together for 2.5 weeks of fun and games. Steve Shepard has this special assignment report. More than 2,000 members of San Francisco's exclusive and all-male Bohemian Club have once again descended on Northern California. These men will spend most of the month of July encamped on some 2,700 acres of pristine and privately owned redwood forest. Forest very much like this. The place is called Bohemian Grove, and it's located just 80 miles north of San Francisco. The Grove is the Bohemian Club's summer retreat, and its facilities are hidden beneath lush forest canopy extending south from the banks of Sonoma County's Russian River. For more than a century, the camp has been a place where club members and guests from all across America gather to relax. The retreat is divided into dozens of small camps, the most prominent of which is called Mandalay. Among its members are businessmen like Leonard Firestone and Edgar Kaiser, and political figures like Gerald Ford, Henry Kissinger, William French Smith, and George Shultz. President Reagan, Vice President Bush, and Defense Secretary Weinberger are members of other camps.
Richard Nixon is a Bohemian, and so are high-ranking executives of such companies as Eastern Airlines, Standard Oil of Indiana, and Bank of America. For the most part, the men of Bohemian Grove are over 50, highly successful, and, according to many employees, politically conservative. Well, each year, many of them seem to have a stunt or try to come up with a stunt. Last year, 1980, the popular button was Free the Fortune 500. Membership in the Grove is by invitation only and is determined by such factors as social standing, occupation, and personal connections. Privacy is one of the Grove's most cherished virtues. Members may not photograph, record, speak, or write about activities at the retreat. While many public officials are Grove members, the press is a distinctly unwelcome guest. We're from ABC News. Well, get back there. Get back there. Can we talk to somebody in the... Get back there. Anyone willing to navigate a boat up the Russian River can get a glimpse of the northern edge of the compound, but that's about all. Still, there are outsiders who have researched the Grove. Sociology professor William Dumhoff found out enough to write a book on the place. Well, I think it's a playground for the powerful. It's a place where wealthy men from all of the United States gather for 2 weeks to relive summer camp with this ceremony called the Cremation of Care that begins the 2-week encampment where the body of dull care, symbolizing woes and concerns, is burned on an altar in front of a big owl statue. When that ceremony ends, they all start to cheer and yell and hand each other a beer. Other regular activities include the production of 2 plays, one of which involves major sets, orchestral music, and extravagant costumes. The other play appears to be just a bit on the lighter side, at least judging from these old photos. Members also spend time swimming, hiking, relaxing in the sun, and doing a bit of drinking from the Grove's own privately labeled spirits. Like a boys' camp, the Grove has a symbol, in this case a somewhat fierce-looking owl. It also has a patron saint, St. John of Nepomuk, a legitimate 13th century Bohemian canonized for his sense of honor. What the Grove does not have is any women, not even as employees. Despite its camp-like atmosphere, the Grove does host some serious business. To the degree that there's anything important happens at the Bohemian Grove, it's political. The important speeches that have been made at the Bohemian Grove have been made, for instance, and the best example, by Richard Nixon. Eisenhower gave a speech there. It was the first time the West Coast establishment really saw him close up. Discussions at the Grove in the 1930s helped lead to the development of nuclear power and the atomic bomb. It was at the Grove in 1967 that Richard Nixon and Ronald Reagan hashed out differences over their presidential ambitions. Each year, guests like Henry Kissinger or Zbigniew Brzezinski address members on their areas of expertise. Presidential counselor Edwin Meese will be among this year's speakers. And each year, other guests come to the Grove simply to enjoy themselves. This year, CIA Director William Casey is a scheduled guest of John McCone, former CIA Director. Baseball Commissioner Bowie Kuhn has been invited as a guest of baseball owner Peter O'Malley. Despite the presence of so many notables, the Grove is not without its small headaches. Anti-nuclear demonstrators gathered near the entrance to the retreat this year to wave signs and chant slogans. The Grove is also facing a suit from the state of California because it refuses to hire women. Still, the Bohemian Grove seems in no danger of passing. Herbert Hoover called it the world's greatest men's party, and there is a list of powerful people waiting to get in on it.